Bonjour à tous, c'est Vincent Pavanello, fondateur de la Maison des Mandataires. Je suis ravi de vous retrouver pour le 3e épisode de notre émission Rencontre avec un dirigeant de réseau. Et aujourd'hui, un dirigeant spécial, puisqu'il dirige non pas un, mais 2 réseaux. Bonjour, cher Olivier Colcombé, dirigeant entre autres d'Optium Capifrance, rassemblé sous la holding Digit RE, qui comprend d'autres services, on aura l'occasion d'en parler. Salut Olivier. Effectivement, bonjour Vincent, bonjour à tous. Tu es en forme ? Ici. Super forme. Bienvenue dans les locaux de la Maison des Mandataires. Très beaux locaux, bravo. Tu découvres. Ouais, on est ravis de t'avoir. C'est chouette de voir l'intérieur. Et je disais avant de prendre l'antenne qu'on a une relation particulière, puisque la première fois que j'ai entendu parler des mandataires immobiliers, de cette façon de faire le métier d'agent immobilier, c'était par ton intermédiaire il y a 5 ans, à Lyon. Et à l'époque, j'étais bien loin d'imaginer qu'un jour, je jouerais un rôle dans cet écosystème. Et j'imagine que même toi, à l'époque, tu n'imaginais pas le rôle que tu allais jouer, ce que tu allais développer dans Digitreux. Donc, tout à fait. Et ce que tu allais faire aussi, parce que tu étais un jeune premier. C'est ça. Et c'est sympa de rappeler ce bon souvenir d'une soirée, d'un dîner sympathique dans un bon resto. Exactement. Qui était aussi plaisant. Eh ben, c'était super. Et je suis ravi de te retrouver. On travaille ensemble à la Maison des Mandataires depuis, évidemment, l'initiative, enfin, le lancement, même un peu avant, puisque tu étais un des gens qui m'ont aidé à écrire le fameux livre blanc et qui m'ont beaucoup aidé à comprendre l'écosystème. Donc, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui dans cette émission qui va se faire en 3 temps, si tu veux bien. D'abord, présenter le groupe, les réseaux, les services annexes, notamment, et on aura l'occasion de le dire, le fait que Capifrance est le plus ancien réseau, donc celui qui a l'historique le plus riche par définition. Le pionnier, il en fallait un. Dans une deuxième partie, je m'intéresserai, et c'est la partie un peu plus intime, à Olivier l'entrepreneur. Et comment tu infuses tes valeurs d'entrepreneur auprès de tes équipes et aussi auprès de tes conseillers qui sont des entrepreneurs et en nombre. Et puis une troisième partie sur ta vision du marché. On enregistre là début mai 2022. On sent que le marché de 2022, c'est pas le même que 2021. Et puis ta vision de c'est quoi un mandataire, un agent immobilier dans 5 ans. Tout ça intéressera et tes réponses intéresseront évidemment les gens qui nous écoutent. Donc, première question, ce groupe Digitreux, les gens ne connaissent pas forcément le nom Digitreux. Qu'est-ce qu'il comporte ? Alors Digitreux, c'est un groupe qui a déjà 2 réseaux fort connus. Capifrance, le pionnier, qui a fêté ses 20 ans. Donc merci de le rappeler parce qu'effectivement, il a créé, bâti ce modèle des réseaux mandataires pour la France. Ensuite Optium. Et en 2011-2012, un actionnaire assez connu, le fonds familial, le family office de la famille Pinault, Artemis, s'intéresse au modèle. Il s'avère qu'il fait l'acquisition des 2 plus anciens réseaux du marché. Depuis, le groupe s'est structuré. On a eu d'autres acquisitions. Et donc, on a ces 2 marques principales. Et ensuite, on a des services, puisque vraiment, notre raison d'être, c'est de permettre aux Français et Françaises qui nous font confiance, qu'ils soient des talents, des candidats, des agents mandataires, ou qu'ils soient des propriétaires ou de futurs acquéreurs. Et donc, l'objectif, c'est de les aider à réussir leur projet de vie, qu'ils soient d'entrepreneurs, patrons, conseillers en immobilier indépendant, dits mandataires ou propriétaires ou futurs propriétaires. C'est vraiment notre raison d'être et c'est vraiment un service qu'on porte haut et fort au sein du groupe. On entrera dans le détail de chacune des verticales et notamment de Capifrance et Optimum, évidemment. Le groupe aujourd'hui, en nombre de personnes au siège et nombre de conseillers, les ordres de grandeur ? Les ordres de grandeur, c'est 5200-5300 conseillers. Le deuxième, il y a un peu moins de 200 collaborateurs pour les accompagner. Donc on a une forte amplitude de collaborateurs par rapport à la majorité des réseaux. Et ça, c'est parce qu'on est depuis toujours axé qualité. Donc, effectivement, on a plutôt un haut degré d'accompagnement, un haut degré d'exigence. Et si je puis dire, Capi en est la parfaite représentation, Capifrance. Et les services qui sont adjoints, parce qu'on a aussi Dreamkey, on a de nombreux partenaires pour apporter des leads, gérer des leads. Et bien évidemment, un élément majeur que d'autres ont repris, mais qui est aussi notre empreinte, c'est la part de la technologie. N'oublions pas que ce modèle a été inventé, mais surtout plébiscité et soutenu par les clients finaux qui se sont mis à débuter et aujourd'hui faire l'intégralité de leur parcours immobilier sur un site. Et c'est ce qui a fait sa réussite. 97% selon les études des parcours immobiliers d'acquéreurs, entre autres, débutent sur le web. Et c'est ça notre vitrine, et c'est la vitrine qu'on pousse un maximum. Alors, intéressant de voir quand même l'évolution technologique. Moi, quand je suis arrivé, c'était plutôt des outils métiers. Ensuite, il y a eu une grosse mise en œuvre autour de la diffusion. Et puis, peu à peu,
le marketing automation, et puis aujourd'hui, il faut le dire, la data qui prend de plus en plus de place. Bien sûr. Et c'est un challenge pour les acteurs, et c'est un challenge qu'on a plus de facilité à maîtriser quand on est patron d'un réseau et qu'on a des équipes solides. Moi, j'ai 50 personnes en digital, ce qui est énorme, seulement dédiées au développement, pas à l'usage. Et bien évidemment, un indépendant a des difficultés à maîtriser ses spécificités. Donc ça, c'est aussi une des raisons de la réussite du modèle. Intéressant. Alors, on en parlera dans la troisième partie sur ta vision de l'agent immobilier de demain, parce qu'évidemment, il est plus digitalisé et chez Digitreux, c'est très fort. Digitré, c'est très fort. Dreamkey, pour ceux qui ne connaîtraient pas, un estimateur en ligne, et puisque après, je vais rentrer dans le détail de Capi et Opti, au niveau, en tout cas, du groupe, avoir un estimateur, c'est un élément différenciant. Il n'y a pas chez tes compétiteurs d'équivalent. Alors, c'est intéressant. Nous le détenons. Et on l'alimente avec notre data, en plus de toute la data nationale. Donc on l'affine plus que les autres. Et en ce moment, il est très très bien placé. Il y a eu de gros travaux faits ces 18 mois pour enrichir et affiner l'algorithme. Et il est très très bien placé. Tu pourras essayer, il sort toujours dans la première page. Et les mandataires, même qui ne sont pas de ton réseau, peuvent l'utiliser pour estimer Il y a 40% des utilisateurs qui sont des professionnels qui utilisent les biens qu'on va potentiellement leur confier pour affiner leur estimation. Et ça s'installe. Et il est clair de constater que nos concurrents prennent des solutions un peu comparables chez des indépendants qui avaient de la data et qui ont affiné ceci pour proposer ce type de service. Donc oui, il y a un panel minimal qu'un agent mandataire doit avoir dans son cartable pour réussir sa mission. Il en fait partie, bien évidemment. Si on rentre dans les détails de Capifrance Optimum, qui sont les marques les plus connues et qui intéressent, et beaucoup de gens de ces réseaux vont voir cette vidéo, si on commence par Capifrance, au-delà de son ancienneté, si on s'interroge sur les spécificités de ce réseau par rapport à un autre, et peut-être en partant aussi des chiffres de performance notamment, qui sont souvent mis en avant, on imagine que la conséquence des bons chiffres de performance, c'est plus de formation, plus d'outils. Mais si tu avais 2-3 éléments à mettre en avant sur Capifrance, ce seraient lesquels ? Alors, je vais faire plaisir à mes équipes marketing. C'est déjà le réseau qui a la plus forte notoriété en France et qui progresse de 4-5 points par an. Donc auprès des Français, auprès des vendeurs, des acheteurs. Tout à fait, comme un des mortels. Donc ça, c'est un positionnement fort. C'est un réseau qui a une image excessivement solide. Et effectivement, un des critères, c'est que c'est un réseau dont les conseillers oscillent entre quelques dizaines de milliers d'euros et 640 000, la numéro 1. Assez inégalée, je crois. Toute seule, donc. Seule, ouais. Parfois aidée en administratif, mais seule vendeuse. Et Nathalie fait un travail de qualité incroyable. Je crois que vous la connaissez à la Maison des Mandataires. Oui. Donc ça, c'est un deuxième critère, bien évidemment, de la performance, avec un CA individuel très, très solide. Et je peux dire qu'après 36 mois, le chiffre d'affaires moyen chez Capifrance, pour un conseiller, c'est 75 000 euros. Donc c'est très, très au-delà des chiffres d'affaires moyens. Et ensuite, en termes de richesse, d'accompagnement, soit par des formations commerciales, soit par la Digitero Academy, qui est notre école interne, qui est Calliope. Donc chaque fois, on essaye de faire les choses dans les règles de l'art, et ça, c'est très, très fort. Et Capifrance est aussi une marque avec une ADN, une adrénaline de fonceurs, de gagnants, et de très haut degré d'exigence de la part des conseillers. Et les Français leur rendent bien avec les chiffres qu'ils sont capables de réaliser. Moi, je joue le rôle de Mister Loyal dans ce type de discussion, mais ce que je peux quand même dire, parce que on se connaît, et ça fait longtemps que tu es dans le groupe d'ailleurs, une forme de longévité par rapport à d'autres dirigeants qui sont là depuis plus récemment, c'est le tropisme. Ça m'amène à te poser une autre question. Du long terme, on a l'impression qu'il est très ancré, notamment chez Capifrance. Tu crées avec tes équipes un réseau plutôt pour les 10-15 prochaines années que pour les 2-3 prochaines années. Et comment ça se matérialise, par exemple, en termes de formation continue, si tu as des exemples concrets de je suis mandataire, pourquoi j'irai chez Capi plutôt que chez un autre ? Alors déjà, moi, je me sens assez proche de mes conseillers et de mes équipes, parce que je suis plutôt entrepreneur avant tout que dealmaker urgence. Non, on bâtit sur... on parle d'immobilier, l'immobilier c'est du long terme. L'engagement que prennent les conseillers en nous rejoignant et qu'on a auprès d'eux, c'est du long terme, parce que c'est pour réussir leur projet et en vivre. Donc oui, effectivement, quand on fait quelque chose, on le bâtit plutôt solide et plutôt dans la pérennité que dans les sbroufs. C'est clair et net, et on ne sait pas faire autrement d'ailleurs. Donc oui. En différence aussi, en spécificité de Capifrance, il y a, mais peut-être qu'il faut que tu affines et que tu nous précises, c'est pas du MLM pur. Non. En tout cas, c'est pas la stratégie qui a été retenue pour Capifrance. Pour autant, il y a la possibilité de parrainer quand même sur
Est-ce que tu peux préciser? Le MLM, c'est un modèle un peu particulier avec de nombreux niveaux. Oui. Le parrainage a toujours existé chez Capifrance. Je suis le bienvenu quand je convainc un de mes proches, une de mes relations, un client, qui tu peux imaginer, à rejoindre le réseau. Et donc, historiquement, je touche 4% des rémunérations. Je suis sur une rémunération dite classique par palier et à 98% de rémunération au-delà de 200 000 euros et même 100% pour les plus gros producteurs. Donc, ça, c'est très, très clair. On a une particularité, c'est qu'on aime bien le maillage local et donc on est là pour servir le client final. Donc, Capifrance a lancé un modèle qui s'appelle Constellation. C'est des équipes régionales, elles ne sont pas nationales. C'est des squads de 5 personnes avec un leader pour essayer de créer une unité pour la marque, pour la notoriété, pour la qualité de service. Et, disons-le franchement, aussi pour accompagner les nouveaux et les démarrants, parce que s'ils intègrent une équipe, leur capacité à performer et surperformer est bien plus forte. Je peux vous partager un chiffre. Un conseiller qui est parrainé, accompagné, il prend 5 ans d'avance en chiffre d'affaires moyen par rapport à un conseiller qui essaierait seul et qui n'aurait pas ce désir, cette capacité à travailler en communauté. Et on reviendra sur les valeurs du groupe, mais le collaboratif est très important. Et clé. J'imagine, parce que Constellation, MLM, parrainage, pour les gens qui nous écoutent, c'est pas toujours très clair. On a toutes les infos sur le site de Capifrance. Oui, bien sûr. Et puis, on peut laisser savoir. Et puis tout ça, c'est très transparent, voilà. Depuis les rémunérations jusqu'aux organisations. Et bien évidemment, il y a un site capifrance.fr et recrutement où tout est. Et j'invite chacun, par curiosité ou par intérêt, à s'enseigner et à s'inscrire à nos réunions d'information qui déploient en 1 heure, 1 heure et demie ce que propose le réseau et ses particularités. Et après, dans le solide, on a aussi des engagements très forts. Nos conseillers, comme on a la chance d'avoir une trésorerie et des actionnaires forts, ils sont payés sous 48 heures. Tout le monde ne se l'offre pas, donc ça passe chez le notaire en 48 heures, ils encaissent. Voilà. Tout ça, c'est une mécanique administrativement très, très bien huilée. Qui fonctionne, et c'est aussi grâce aux équipes que tu as au siège et l'investissement que tu as fait. On a des... Alors, quand on parlait de rapprochement, quand on a bâti, quand j'ai lancé en début 2016 le groupe Digitera, on a eu la capacité de consolider certaines fonctions. La fonction financière, il y a un DAF, donc un DAF, Arnaud, beaucoup plus lourd que si on avait 3-4 sociétés électrons libres. Et ça, c'est la force du groupe. Et c'est une chose qu'on a su faire, c'est de rapprocher les marques et les aider à tirer le meilleur de l'autre et les faits bonnes pratiques et à partager tout ce qui est partageable entre elles, mais à garder une ADN forte, une marque forte, une notoriété forte pour chacune d'elles. Bien sûr. C'est clair pour Capifrance, qui est un réseau plus connu que ton deuxième réseau, qui est plus émergent, on va dire, en tout cas, qui est moins connu du grand public et des gens qui nous écoutent. La question sur Optimum, il y en a 2. Qu'est-ce qu'on retrouve chez Optimum qu'on retrouve chez Capifrance? En gros, c'est quoi le dénominateur commun et quelles sont les différences, puisqu'il y en a aussi? Et s'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de marque. Donc, c'est pour comprendre un petit peu le... Alors, on retrouve le désir d'excellence. Formation, diffusion, enfin, tous les gros basiques de la profession. Le modèle PAC, le modèle rétro sur honoraire. Il n'y a pas de différence sur ces axes-là. Là, il y a une première différence, c'est que chez Optihome, afin d'avoir 2 offres en to-be, 2 offres vers les professionnels différents, on a insisté sur la capacité d'avoir des équipes. On n'est pas en MLM pur, parce qu'on régionalise les leaders. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a identifié qu'il nous fallait 80 à 120 team leaders en France, qu'on appelle des Optim, qui, eux, vont driver et prendre sous leur coupe les fameux différents niveaux. Ce qui nous fait des puissances régionales parce que c'est un métier quand même ultra humain, que ce soit avec les propriétaires, vendeurs ou acquéreurs, ou avec les conseillers. Donc on continue à miser sur cette excellence de quand je suis accompagné et quand je travaille en équipe, je suis plus fort commercialement en local, je suis plus fort si j'ai un problème de santé, je suis plus fort dans l'entraide et je sers mieux mes clients. On garde la relation unique. Je suis en charge d'un client, mais j'ai une équipe qui m'accompagne et qui m'aide pour mieux servir le client final. C'est quand même une obsession chez nous. On a d'ailleurs lancé
il y a plus d'1 an à la direction en relations clients ou conseillers, et c'est une quinzaine de personnes qui passent leur journée à accompagner les conseillers vers la performance et vers la réussite. Parce que moi, je crois beaucoup à la fidélité par l'excellence. Un conseiller qui nous rejoint, s'il fonctionne bien, il reste parce qu'il chiffre, et c'est un métier super attachant. C'est un métier passion. On n'en parle pas assez souvent, mais c'est un métier qui a du sens, parce que j'accompagne des Français et Françaises qui ont montré depuis le confinement encore plus que l'immobilier, il n'y avait pas qu'une notion patrimoniale, il y avait une notion d'affect, parce que si j'installe, et tu es très bien installé ici dans ces locaux, tu sais ce qu'il en est, si tu installes un couple, un foyer français dans un endroit où ils vont bien s'épanouir, c'est gagné, quoi. Et ça change tout. On garde, et ça on garde en fil conducteur. Bien sûr. Non mais c'est vrai. Alors on essaye de le dire, hein, et nous d'ailleurs on pense que si les réseaux de mandataires ont recruté et ont attiré beaucoup de talents depuis ces dernières années, c'est pas le fruit du hasard, c'est un modèle et adapté et un métier qui fait du sens. Et c'est sûr que la conjonction des deux, ça marche. C'est une dimension sociétale qui est énorme. Et qu'on retrouve très clairement quand on discute avec des gens de ton réseau ou d'autres réseaux d'ailleurs, parce que le métier est proche. Donc la différence principale entre tes deux réseaux, c'est une différence organisationnelle, où effectivement chez Optimum, disons du MLM régionalisé, en tout cas un système un petit peu comme ça. Je soulignerai 2 autres différences. Alors, c'était ma question. Chez Optimum, l'équivalent des chefs des ventes sont des collaborateurs salariés, et ils couvrent un territoire français. Chez Capifrance, on a des conseillers qui ont un titre de coach, qui couvrent 1 à 4 départements et qui l'animent comme chef des ventes aussi, mais sous un angle d'un contrat d'animateur. Indépendant. Donc, ils gardent un contrat de loi Hoguet, type loi Hoguet, agent mandataire, mais ils peuvent fournir des prestations. Et pareil, en termes de formation, on a soit des professionnels qu'on rémunère pour leurs prestations, donc des professionnels de l'immobilier, ou on a aussi des professionnels de la formation, et on joue sur ces 2 tableaux pour amener le meilleur à nos membres, effectivement. Il y a d'autres sujets sur lesquels, parce que je connais un peu les modèles, j'aimerais t'interroger, notamment sur l'atelier Capifrance, mais je propose qu'on garde ça pour la 3e partie, parce que peut-être que dans ta vision de l'agent immobilier de demain, il y a l'idée qu'il a un lieu physique quelque part. En tout cas, je tease un petit peu, mais on abordera ça. La dernière question peut-être te poser, peut-être que le cas se présente de temps en temps, un bon professionnel, une personne dont tu te dis que ça pourrait être un bon conseiller immobilier, c'est quoi le critère pour que tu le rentres plutôt chez Opti ou plutôt chez Capi, s'il y en a un? Alors, c'est très intéressant. Déjà, moi, je considère que notre job, c'est de développer des talents. Donc, dans les deux branches. Quelle que soit la branche. Ensuite, il y a un peu une ADN. Donc, le candidat va se sentir plus en adéquation avec une marque ou l'autre. C'est pas à moi à imposer ça. Mais selon ce qu'il recherche. S'il veut avant tout développer une équipe de 50, 60 ou 100 personnes, il est plus judicieux d'aller chez Optimum, bien évidemment. Donc, c'est vraiment lié à la personnalité du candidat. Et donc, mes 2 marques ont et déploient des accompagnants au discernement pour choisir l'une ou l'autre. Et quelqu'un, effectivement, qui veut se déployer et faire ceci bien accompagné sérieusement, doit choisir Capifrance ou Optimum. C'est quand même là où on a une autoroute pour faire des professionnels de l'immobilier. Bien évidemment qu'on a des personnes qui commencent avec un autre emploi, parce que je me tâte, je suis inquiet, je veux voir ce que ça donne. Et c'est pas dramatique, c'est pas du tout dramatique. Ce qui est critique, et c'est ce qu'on recherche, c'est leur motivation. L'empathie, alors il y a la partie personnelle, je suis dans la relation, je suis empathique, j'aime les murs, j'aime la déco. C'est quand même des moteurs assez forts, hein, qu'on le veuille ou non. Et nous avons beaucoup de femmes, parce qu'elles ont cette vraie affinité. Et souvent, les projets immobiliers débutent par les femmes et finissent par les femmes, parce que c'est elles qui décident. Alors, donc ça, c'est quand même assez fort chez nos conseillères, patronnes au même titre que les conseillers. Donc on travaille vraiment ce côté de talent. Et ensuite, il faut être très, très humble. Quand on rencontre un candidat, à part quelques extrêmes, on ne peut pas savoir s'il va réussir, bien réussir ou exploser tous les plafonds en termes de revenus. C'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Donc, c'est sur le terrain, voilà. Ouais. Mais il y a des règles. Il faut travailler. Il faut respecter ses clients, il faut être dans le service accompagnement, et puis il faut appliquer les méthodes. Il y a quand même des outils qui sont là. Nous, on a des outils de pige, des outils d'apporteurs d'affaires, des règles de boitage, des restes de respect. On sort par exemple
des rapports d'évaluation très structurés qui sont harmonisés dans toute la France, que le conseiller peut enrichir. Les bilans propriétaires, je rappelle, c'est obligatoire pour l'exclusif mensuel. Pareil, il est structuré. Donc tout ça, c'est des outils pour aider à réussir et aider à positionner nos marques comme des marques d'excellence. Parce que le Français, quand il confie un bien à la vente, en général, il confie son plus gros actif. Exactement. Donc il y a des gros enjeux. Des cas et un projet de vie. Voilà. Et nous, on doit être au rendez-vous. Et si on veut d'ailleurs, si on veut voir les ventes de particulier à particulier continuer à régresser, parce que c'est le cas, il faut qu'on soit voilà, exactement. Il faut qu'on soit meilleur dans l'accompagnement. Il n'y a aucun doute. Je sais que c'est partagé. Je suis administrateur à l'UNIS, c'est partagé par la majorité de nos confrères. L'UNIS étant le syndicat des administrateurs de biens, des gens qui font la transaction, et le syndicat dans lequel les grands réseaux de mandataires ont trouvé une place et défendent leurs intérêts et font connaître leur modèle. Et 80% des agents mandataires ils sont représentés à l'UNIS. Exactement. Merci. Alors, tu as commencé à évoquer le sujet des outils, on en parlera aussi dans la troisième partie, mais je pense que là, on va arriver au terme de cette première partie. On y voit plus clair sur les deux modèles. Je te demandais pas de choisir comme quand on demande de choisir entre ces deux enfants, lequel on préfère par rapport à tes réseaux, mais je pense que ta réponse notamment sur... J'ai une fille et un garçon, c'est facile. Volonté de créer une équipe ou pas, et puis un ADN, et puis qui est-ce que je connais qui est dans le réseau ou pas. Et puis tu te sens bien, et moi c'est ce que j'attends, c'est qu'ils se sentent bien dans l'un ou l'autre. Au moins tu as deux façons, deux offres et deux propositions à leur faire, et vous pouvez trouver toutes les infos sur les sites respectifs des deux réseaux, ou en passant par le site de Digitreux aussi, l'information est totalement accessible. Et nous, on recommande de toute façon, on le dit à chaque fois, aller aux réunions d'information. Mais oui. C'est gratuit, sans engagement. Vous allez être avec des gens qui vont souvent qui sont mandataires dans leur réseau, qui vont vous raconter leur expérience. Donc faites-le. Merci Olivier pour cette première partie. On se retrouve juste après pour un moment sur ton parcours d'entrepreneur, parce que tu n'as pas toujours fait de l'immobilier dans ta vie. Non, mais on se dit que ce que tu fais dans l'immobilier aujourd'hui, c'est un peu lié à ce que tu faisais avant. Il y aura des ponts et on interrogera ça. Et puis sur comment tu infuses cette culture au sein des équipes. Merci Vincent. À tout de suite. Nous sommes de retour avec Olivier Colcombet, qui dirige Digitreux, la holding de Capifrance Optimum et d'autres services immobiliers. On a présenté dans la première partie, en tout cas, les spécificités des deux réseaux, et elles sont nombreuses. Tu auras l'occasion d'en évoquer, je pense, d'autres au cours de notre entretien. Dans cette deuxième partie, l'idée, c'est d'abord de t'interroger sur ton parcours entrepreneurial. Moi, j'aime bien dire que les réseaux de mandataires, c'est des entrepreneurs dirigés, c'est pas le bon terme, mais aiguillés, accompagnés par d'autres entrepreneurs. Et c'est le cas dans tes réseaux, avec les dirigeants de tes réseaux, et puis avec toi. Donc, d'abord connaître ton parcours, et puis je sais que tu as travaillé notamment dans la tech et dans des sujets qui étaient digitaux avant que le digital soit une réalité dans notre secteur immobilier. Un petit peu ce que tu as appris et comment d'abord notre secteur immobilier un peu différemment. En quelques instants, nous raconter ton parcours. Déjà, je vais vous faire une confidence. Moi, j'étais le seul garçon et de 14 à 22 ans, avec une maison qui avait une société d'art et jardin. J'ai passé mon temps, toutes mes vacances. Et une fois que j'ai eu le permis, il m'a confié un camion, une équipe, des tondeuses, des tracteurs. Et donc, j'avais des clients. Et je faisais ça. Donc, j'étais déjà entrepreneur. C'était des magasins physiques ? Non, c'était de la création et de l'entretien de jardins, de particuliers. D'accord, ce qu'on appelle paysagiste, quoi. Et quand tu as 18 ans et qu'on te file les clés d'un camion et qu'on te met un tracteur de 2 tonnes et que tu commences à créer cette relation, à gérer une équipe. Et donc, j'ai commencé assez tôt et j'ai toujours beaucoup de plaisir à faire ça. Ensuite, j'ai fait de l'audit. Là, j'ai visité une 60aine de clients différents, business model, culture, métier, risques, opportunités différentes, patrons différents. Et oui, ça m'a donné un prisme intéressant. Et il s'avérait que j'ai une proposition dans la tech, chez Electronic Arts, EA, it's in the game, Vincent. Ah oui, ça vient de ça. Voilà, les gamers vont tout de suite comprendre là. Voilà. Donc FIFA, NHL, les Sims, Command & Conquer, et la liste est très longue. Et là, c'était très intéressant parce que je suis arrivé dans une société, une boîte qui faisait 2 500 000 € en France. De chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires, pardon. Et quand j'ai quitté 16 ans plus tard, la France faisait 300 millions et moi, je m'occupais de 4 800 000 $, puisque c'est un groupe mondial. Donc, si tu veux, tu as fait x100 quasiment, un peu plus même sur l'activité française en 16 ans. Ouais.
Ouais, c'était incroyable. Okay. Incroyable. Alors, c'était les belles années aussi du jeu vidéo. C'était très belles années, mais t'as quand même mais c'était surtout de très belles années parce que tout était possible. C'était un monde d'entrepreneurs. On ne parlait pas de start-up au sens actuel du terme, mais c'est quand même ce qui les relie. Et puis, tu sais, tu vois bien dans tes activités, moi, j'entreprends tout et n'importe quoi. Donc, j'ai quand même ça dans le sang. J'aime beaucoup la nouveauté. Et la nouveauté, elle peut être de faire, j'en sais rien, un meuble en menuiserie que je m'amuse à faire, ou je sais pas, je fais beaucoup de montagne. Enfin, tu t'entreprends parce que tu aimes ça ou tu n'aimes pas ça. Il n'y a pas qu'une façon d'entreprendre. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que chez les talents, tu vois, je suis par exemple membre de l'incubateur de l'EM Lyon, dont j'avais fait le MBA en 2000. Qui est une école de commerce pour ceux qui l'école de commerce basée à Lyon, comme son nom l'indique. Exactement. Et donc, cet incubateur de jeunes pousses, c'est EM Lyon Central, l'école de management, école d'ingé. Et je vois bien que cette fibre entrepreneur ou entrepreneuriale, tu peux l'avoir sans avoir une société de 200, 500 ou 3000 personnes. Et ça, j'adore les accompagner. Je trouve qu'ils donnent un nouveau regard. Ils sont souvent plus jeunes. Ils abordent différemment les sujets. J'ai 5-6 sociétés que j'accompagne aujourd'hui. Et ouais, j'aime ça. Et ils m'apportent énormément. J'espère que je leur apporte un minimum, mais ils m'apportent énormément sous ce nouveau regard. Donc entreprendre, c'était ça a été dès le début quand même dans ma peau. Ouais. Et quand j'ai croisé Artemis, j'ai croisé des entrepreneurs. Donc si tu veux, j'avais pas de raison de travailler pour François Pinault. Mais quand je les ai rejoints, c'est grâce à une chasseuse, une jeune femme, qui m'a dit je pense que vous allez bien vous entendre. Et après, tu m'as déjà un peu posé la question du lien. Moi, je venais du jeu vidéo. Ouais, mais justement, alors, avant que tu viennes sur le lien, parce que est-ce que sans jeter des fleurs, mais j'imagine que tu avais plein d'opportunités après ce parcours dans la tech, tu aurais pu faire plein de choses. Si tu as choisi ce monde des mandataires à une époque où, franchement, personne n'en parlait, moi j'étais pas là, mais on m'a dit à l'époque que c'était pas sexy de travailler pour un réseau de mandataires. C'est juste, c'est que tu t'es dit, il va se passer dans l'immobilier dans les années 2010 ce qui s'est passé dans les jeux vidéo dans les années 2000, c'est-à-dire une disruption des nouveaux modèles. Je veux dire, peut-être dans mon goût d'entreprendre et mon côté audace réfléchi, quand j'ai rejoint Electronic Arts, c'est à la 3e proposition qu'ils m'ont fait que je les ai rejoints. Donc ils m'ont envoyé un billet d'avion, ils m'ont dit « Va passer la journée à Londres et tu verras, tu auras envie d'être avec nous ». Et je suis revenu, j'ai signé. Ils m'ont déployé leur vision stratégique du jeu vidéo pour l'Europe et pour la France. Et je me suis dit « C'est évident. Il y a du jus, c'est pour moi ». Parce que moi, j'aime quand même quand ça fonce et j'aime quand ça avance. Et c'était pareil avec François Pinault. Je déploie beaucoup d'énergie dans ce que je fais. Et c'était pareil avec François Pinault et ses équipes sur un projet où j'ai un vrai penchant pour la pierre et la terre. J'aime l'immobilier, même si je ne suis pas vendeur. Pour ça, j'ai des gens bien meilleurs que moi pour le réaliser. C'est ceux qu'on accompagne au quotidien. Mais j'ai cet appétit, effectivement, pour ce secteur. Et j'avais cette dimension technologique parce que quand je suis arrivé, c'était l'embryon d'un marché qui commençait à se déployer sur le net. Et donc, oui, j'avais peut-être un peu plus de raison ou de conviction d'autres que ça pouvait exploser, parce que je l'avais vécu une première fois, ce qui est quand même super riche dans une expérience d'être sous l'adrénaline pendant 15 ans ou 16 ans. Voilà, donc les deux liés. Et ensuite, je vais te dire, au final, ce qui est le critère le plus important pour moi, c'est qu'il n'y a que de l'humain. Tu accompagnes des pros et tu accompagnes des Français. Et ça, chez moi, j'essaye de garder cette grande proximité avec tous nos conseillers. N'importe quel de mes conseillers peut appeler ou écrire. Bon, j'espère pour des raisons plutôt sérieuses qu'autre chose, mais je garde cette grande proximité, parce que le marché, il est sur le terrain, et les Français et Françaises qu'on accompagne sont sur le terrain, et c'est avec les meilleurs conseillers qu'on le réussit. Bien sûr. Voilà. Et ton parcours donc, à tête de Digit, quand tu arrives, les deux réseaux, ça représente combien de personnes? L'ordre de grandeur, mais... Moins de 2000. Ok. Ouais. Donc aujourd'hui, 5000. Voilà. Ouais. Et un chiffre d'affaires, une augmentation qui est plus que proportionnelle. Qui est allée beaucoup plus vite, puisqu'en fait, les prix ont augmenté, les commissions ont augmenté. Les prix ont augmenté, et puis la performance individuelle a explosé. A explosé, puisque les personnes sur le terrain produisaient plus. Alors, et je ne te parle pas de l'accompagnement. Bien sûr. Parce qu'au départ, l'accompagnement était assez léger. Puis j'imagine que les équipes au siège étaient beaucoup plus réduites. Tout a été il y avait beaucoup de passion. Il n'y avait pas le nouveau siège, d'ailleurs, que j'ai visité. Non, le campus à Montpellier, 2018, qui est encore un nouveau... Parce que Digitera, ce n'est pas qu'une holding. C'est un centre de services partagé qui permet d'attirer les meilleurs pour servir les meilleurs. Bien sûr. Donc ça, c'est... Peut-être une question sur, si on rentre vraiment dans ce qui sont les qualités d'un entrepreneur à tes yeux.
que tu as, j'imagine, ou que tu as pu voir chez d'autres, mais entre les 60 boîtes que tu as rencontrées quand tu faisais l'audit, les échanges avec François Pinault et ses équipes, qui est un modèle d'entrepreneur que peu de gens vont contester ici, les gens aussi avec qui tu travailles par la suite, c'est quoi les qualités, le dénominateur commun des entrepreneurs qui réussissent, et même en regardant aussi ce qui se passe dans ton réseau, s'il y en avait une ou deux à mettre en avant, c'est pas facile comme question, mais c'est intéressant, je pense, pour les gens qui nous écoutent. La première, qui me vient à l'idée, et qui est valable pour tous nos conseillers, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est quand même qu'il faut être travailleur. Je connais pas d'entrepreneurs qui ne sont pas des bosseurs. Je veux dire, on peut penser ce qu'on veut, ça tombe pas du ciel. Ils travaillent tous. Et le deuxième, c'est... Et même ceux qui produisent beaucoup, ils continuent à beaucoup travailler. Bien sûr. Ce qui est très important. Ça, c'est impressionnant. Ouais. Ils ne lâchent jamais l'outil. Ils sont toujours à la tâche. Et ils sont en représentation permanente. Surtout dans leur métier. Toute rencontre peut être business. Il ne faut pas être machiavélique, mais il s'avère qu'il faut être irréprochable. Donc ça, c'est quand même un point commun. Ensuite, ça demande beaucoup d'énergie. C'est pas pareil que beaucoup de travail, hein, mais ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Je vais pas insister sur le leadership, parce qu'il y a des grands entrepreneurs qui réussissent, qui n'ont pas de leadership au sens où on le définit, mais qui ont une traction naturelle, tu vois, qui fait que on peut leur faire confiance, où ils ont des très fortes idées, où ils savent très bien s'entourer. Et ça, c'est un écosystème qui est indispensable. Okay. Puis ensuite, quand on a bien évidemment un produit, un modèle, bah c'est un peu plus facile que quand on n'a ni l'un ni l'autre. Donc nous, on a aussi cette chance. Alors, on l'a créé chez Capifrance et Optiom, mais d'autres sont venus alimenter le système et cette réussite commune, qui fait que c'est un modèle. Je rappelle à nos auditeurs, en 20 ans, 20% de part de marché. Sur les grands cabinets de conseil et de stratégie, que tu connais bien, BCG, Roland Berger et autres, ils te disent, dans 5 ans, c'est 35%. Donc il n'y a aucune raison que ça s'arrête. En 20 ans, on a fait 20 points. En 5 ans, on va faire 15. 15 points de prise de part de marché. C'est quand même colossal. Et la complexité... Moi, j'ai beaucoup de respect pour les agences physiques. J'ai aucun problème. Mais ce qui est sûr, c'est que tirer leur épingle du jeu dans un monde qui est digitalisé de plus en plus, qui va vers la data et dont la puissance de frappe, y compris par la notoriété, est de plus en plus importante, c'est dur de rester seul. Et nous, notre proposition de valeur, c'est rejoignez-nous parce qu'on est plus forts ensemble, on a des meilleurs outils, on a une meilleure auto, on est plus entraidés. Enfin, tout ça, Bien sûr. Tout ça, ça a des vraies vertus. Donc, on est finalement un réseau d'agents mandataires. C'est un assemblage de patrons et de patronnes, bien sûr. Oh, je sais bien c'est un assemblage d'entrepreneurs. Les femmes réalisent des scores au moins aussi bons, voire même un peu je crois qu'on peut le dire avec humilité. Que les femmes réussissent. Dans le top 10, elles sont mieux placées que les hommes. Bon, et bravo à elles. Et d'ailleurs, tu parlais d'incubateurs de l'EM Lyon. Et moi, j'aime bien dire que les réseaux de mandataires, c'est des incubateurs d'entrepreneurs. Tout à fait. Vous donnez tous les outils. Et après, il faut quand même bosser, il faut quand même être résilient, etc. Et d'ailleurs, la dernière question que je voudrais te poser l'avant-dernière question que je voudrais te poser sur ce thème-là. Alors, dans le monde des jeux vidéo, c'était une période très fast, les gens s'équipaient. Mais depuis que tu es dans l'immobilier, tu as connu un marché un peu en dents de scie. Tu arrives en 2013, pour ceux qui ne travaillent pas dans le secteur, en 2012, 2013, 2014, sont des mauvaises années dans la transaction. Tu les as vécues de l'intérieur. Il n'est pas exclu que là, on rentre dans une période qui, à mon avis, ne sera pas aussi dure que ce qu'on a vécu en 2012-2013, mais qui sera un peu moins positive, favorable que 2020 et 2021, qui étaient des années, vous le savez, on le dit souvent, exceptionnelles. Peut-être en quelques mots, les conseils que tu donnerais aux conseillers qui nous écoutent, les tiens ou les autres d'ailleurs, sur comment on résiste, comment on trouve des opportunités dans un marché qui globalement va un peu moins bien. Alors la première chose, moi, un marché 2022 à plus d'1 million de transactions, ce qui est probablement ce qui va se passer, je rappelle que c'est 25% de plus que le dernier plateau en 2007-2008 à 830 000 transactions. Donc on est, même si 2021 c'était 1 million 200 000, 1 150 000, on reste sur des très beaux chiffres. Donc déjà ça, c'est très encourageant, un marché solide. Des prix en plus, ça j'ai parlé en unité, mais des prix qui ont augmenté. Aujourd'hui, ils se ralentissent, mais ils sont toujours à la hausse. Donc ça, c'est intéressant. Deuxième élément, cette notion de résilience. Nous, on a une somme de patrons. Chaque patron se bat, et donc cette énergie locale, cette connexion locale, si tu sers bien tes clients, dans un marché un peu moins facile peut-être, tu seras toujours en tête. Et on sait une chose, c'est que les meilleurs
dans un marché tendu, ils surperforment encore plus. Alors c'est vrai que ceux qui ne mettent pas d'énergie, pas de cœur à l'ouvrage, se lèvent pas le matin pour bosser, ça sera plus dur pour eux. Je veux dire, je suis pas un menteur, je vais pas dire le contraire. Mais quand tu t'y consacres et que tu te consacres à tes clients et tu te consacres à un secteur géographique que tu maîtrises, je te promets qu'il y a vraiment beaucoup de place pour gagner. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que on est un des derniers modèles qui te permet, à la force du poignet, de réussir. Oui. Parce qu'on prend tous les talents bien sûr, et on les développe et on peut en faire des superstars. C'est eux qui se font superstars. Mais on les aide, on les met sur des rails, sur une autoroute, sur une rampe de lancement pour décoller. Et ça j'y crois énormément. Et c'est un peu aussi la promesse, un peu beaucoup, la promesse qu'on fait à un talent quand il nous rejoint. Le message est passé. La dernière question de cette partie, elle appelle une réponse courte. On a parlé beaucoup d'entrepreneurs, de mindset d'entrepreneurs. S'il y avait un entrepreneur que tu connais ou que tu connais pas personnellement, français ou étranger, bien vivant ou plutôt d'une époque passée, qui t'inspire et à qui tu as envie de dire à tes conseillers et puis à ceux qui nous écoutent, intéressez-vous à ce personnage parce que il a des vraies valeurs d'entrepreneur qui peuvent vous servir. S'il y en avait un à citer. C'est un peu une colle, je t'avoue. Naturellement, je pense à François Pinault parce que c'est facile. D'ailleurs, j'invite tout le monde, il y a des reportages notamment sur YouTube, hyper intéressant sur son parcours à François Pinault. Et il parle très peu, en plus. Mais il parle malgré tout. De zéro, quasiment, voilà. Je recommande vraiment, d'ailleurs, peut-être on le mettra même en lien sous la vidéo. Il y a un reportage de 50 minutes qui aide à comprendre le bonhomme, son focus. Tout à fait, ses engagements. Et quand il a 50 ans... Moi, j'ai eu la chance de déjeuner avec lui. C'est vrai que c'est quand même... C'est pas un très grand monsieur, mais c'est un très grand monsieur. C'est un très grand entrepreneur français. Et qui travaille encore beaucoup, même quand il était déjà... Il travaille toujours, il va tous les jours au siège. Donc c'est très intéressant. J'ai été très proche de Larry Probst, qui est un patron américain d'Electronic Arts, puisque je suis passé une semaine par mois en Californie, et je représentais l'Europe pour lui. Et d'une culture complètement différente, américain jusqu'au bout des ongles, et vraiment avec cette capacité, j'étais d'âge, j'avais pas 30 ans, à donner les clés à quelqu'un qui a des tripes. Qui n'était pas américain. Qui n'était pas américain, mais cette tendance américaine où je vais lui faire confiance parce qu'il a tellement de croyances dans ce qu'il fait, il met tellement de poids, de conviction personnelle, c'est qu'il y a un bon truc à apprendre. Et donc tu as le droit à l'erreur, bien évidemment. Ça, c'est un autre élément. N'est pas patron quelqu'un qui n'accepte pas les erreurs, parce que on en fait tous. L'idéal, c'est de les évaluer et d'essayer de les maîtriser, mais pas faire d'erreur, c'est pas bouger, quoi. C'est ça. Donc, la meilleure façon de ne pas faire d'erreur, c'est de ne rien faire. C'est clair. Ça, c'est un très mauvais conseil d'entrepreneur de dire aux gens de ne faire rien pour ne pas faire d'erreur. Tentez. Ayez cette audace de faire. Un Français, un Américain, merci, c'était équilibré. Ça vous allez voir les deux à ton parcours. Mais alors, on mettra en avant la vidéo Pinault, très connu, et Larry Probst, un peu moins. Mais ils sont plus connus maintenant grâce à toi. Merci pour cette deuxième partie. On se retrouve juste après. Parler un peu du marché, on en a dit quelques mots, mais on va rentrer dans le détail. Et puis ta vision du mandataire dans les prochaines années, plus digital, plus connecté, plus expert, etc. À tout de suite. On est de retour avec Olivier Colcombé, le directeur général PDG, en tout cas le patron de Digitreux, qui comprend notamment Optimum Capifrance, qu'on a largement présenté, dont on a bien rappelé à juste titre les spécificités. On a parlé ensuite des entrepreneurs qui t'inspiraient, de ce que tu avais appris d'eux. Du coup, j'imagine ce que tu as appris, tu l'as appris pour toi et tu essaies de le transmettre aussi à tes équipes et puis à tes mandataires. C'était très intéressant. La dernière partie, c'est toujours une partie plus marché. Deux questions à te poser. D'abord, ta vision du marché, tu en as déjà un petit peu parlé, mais on était à 1 million de transactions, on ne sera pas à ce niveau-là, on sera plutôt un peu en dessous. En même temps, on sent bien que les Français ont encore plein de projets immobiliers. Peut-être qu'avec Dreamkey, tu le sondes un peu, ou tu as des signaux faibles, tu vas nous en dire un mot. Maison individuelle plutôt qu'appartement, la campagne, les villes, tout ça. Et puis après, je te poserai une question sur l'agent immobilier dans 10 ans. C'est quoi ses méthodes, c'est quoi ses process? Et j'imagine que là aussi, avec ton regard et tes 5000 un peu plus conseillers, tu as un regard et j'imagine un avis bien tranché sur la question. Donc d'abord le marché, Olivier, les mois à venir, les années à venir. Le marché, il y a 3-4 indicateurs importants. Bien évidemment, on ne peut pas parler du marché en début 2022 sans penser à nos amis ukrainiens, parce que c'est quand même un risque qui pèse. Donc ça, très dur à le maîtriser, à en voir. Mais l'impact sur la confiance
des ménages est forcément là. Ça, il ne faut pas l'oublier et qu'on ait du respect pour ces personnes qui sont dans la difficulté. Le deuxième, c'est les taux. Pour le moment, moi, je ne crois pas que les taux vont changer la donne de façon magistrale parce qu'on n'a jamais vu des taux s'envoler en un an. Donc, ils auront peu à peu une petite incidence, mais ça ne sera pas catégorique. Donc, moi, je surveille plus l'offre. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de transactions les 3 dernières années. On ne change pas non plus de biens tous les 2 ans, tous les 2 jours. Donc, on voit que le marché a été un peu impacté par le manque d'offres. L'offre, c'est le nombre de Français qui veulent vendre. Le nombre de produits à la vente, tout simplement. On ne parle pas de biens de consommation, mais il y a quand même des produits sur l'étagère. Et chez moi, l'étagère, ce sont les sites web, je veux dire. Et quand tu as moins de propositions, c'est plus complexe. Et c'est aussi une force de nos réseaux, parce que comme on agglomère les propositions de produits de 5200 conseillers, ça fait une belle offre de biens à la vente. Je vais en avoir 60 000 aujourd'hui. Donc c'est mieux que si j'en avais 5 dans ma boutique, c'est clair. Donc voilà, le marché est un peu plus sous tension, mais n'oublions pas 2 choses. Dans les périodes de difficulté, on a vu cette semaine, la bourse a quand même déraillé, les biens immobiliers restent un refuge. Les Français sont hyper attirés par la pierre et l'investissement. Et on a pu penser que les plus jeunes n'avaient pas ce désir. C'est complètement faux. Plus de 40% des moins de 30 ans souhaitent investir dans un appartement, même s'ils ne vont pas résider. Je ne sais pas si tu connais ces taux, mais ils sont très élevés. Voilà, donc on a des fondamentaux qui sont là. Et puis ensuite, ça se travaille. Et je reviens à mes propos, le service. Et j'y crois beaucoup. Il vaut mieux être un bon conseiller dans un mauvais marché qu'un mauvais conseiller dans un bon marché. Exactement. Ouais. Mais il y a de la place pour réussir, il n'y a aucun doute. Ça, c'est le premier point. Donc, je n'ai pas d'euphorie, mais je suis très confiant et conscient de ce qu'est le marché aujourd'hui et ce qu'il propose encore comme place pour réussir. Donc lucide sur les fondamentaux, les éléments qui évoluent, évidemment. Et tes conseillers le sont aussi. J'imagine que c'est un message que tu leur portes. Ils le portent même à leurs clients. Et maintenant, c'est ça le gros. Il y a une sorte d'accompagnement, d'éducation, même si je n'ai pas trop le terme, du client, pour qu'ils comprennent bien, parce que le marché est ultra fragmenté. On ne peut pas considérer Paris comme une autre métropole, la campagne, les résidences secondaires, la côte, la mer, etc. Donc ça, c'est un autre élément. Connaissez parfaitement votre marché. La France, c'est multi-marché. Il n'y a pas un marché. Ce n'est pas la Californie, toutes les villas identiques. C'est tout sauf ça. C'est clair. Voilà, ça c'est important. Bon, merci pour ce point marché. Je pense que ça parlera à tout le monde et ça permet d'éclairer parce que beaucoup de questions qui nous reviennent dans la newsletter et puis dans nos contacts sur qu'est-ce que vous prévoyez. Donc c'est bien d'avoir le regard d'experts et de gens qui quand même qui sont bien ancrés sur la réalité de par votre maillage territorial. Ouais. La deuxième question, c'est sur l'agent immobilier de demain. Si on se projette à 10 ans, à 5 ans. Alors, je pense que si on s'était posé cette question il y a 10 ans, on n'aurait pas imaginé là où on est aujourd'hui. Mais au-delà de la question, comment chez Capi et chez Opti, vous anticipez et vous préparez et vous faites en sorte que dans 5 ans, dans 10 ans, vos gars ils soient à la page, voire même un peu en avance. Alors, la première partie de la réponse, elle est bateau, l'agent augmenté. C'est toujours plus de technologie pour affiner, mieux servir, mieux accompagner, mieux sélectionner et mieux rapprocher un bien, un client. N'oublions pas le projet de vie des Français, objectif numéro 1. Et pour ça, à mon sens, dans 10 ans, on parlera bien moins de technologie, parce qu'elle sera complètement inhérente à la fonction, et on reviendra très certainement à la place de l'humain, parce que c'est ce qui fait le discernement. Voilà. Et donc, pour discerner, tu sais, on insiste probablement jamais assez sur la découverte acquéreur, la découverte vendeur. Ça, c'est pas la tech, elle t'aide. Mais le diagnostic, c'est comme le médecin. La tech peut faire mieux sur certains éléments, lire un IRM, mais elle va pas assembler correctement et retranscrire ça. Et donc, je ferai ce parallèle. Toujours plus de technologie, toujours plus de data, pour mieux identifier, mieux faire coller les besoins, mieux présenter les biens, probablement aller chercher et mieux cibler tes clients, acheteurs ou vendeurs, mais derrière... Ça deviendra une norme, en fait, et la différence, elle se fera sur... C'est ça ton... Pour moi, tu sais, si tu vas au JO, tu as 4 marques de ski. Moi, je fais beaucoup de montagne, mais en fait, il n'y a pas une grande différence entre chaque ski. C'est le bonhomme qui les maîtrise qui va faire la différence. Je ferai ce parallèle de sportif que j'aime bien. Intéressant. Et tu peux en faire nombreux comme ça. Bien sûr. Et alors, c'est quoi la conséquence que tu en tires en termes de temps de formation
de tes conseillers, de tes conseillères sur l'expertise, sur la capacité à inspirer confiance? Alors, c'est intéressant parce que dans le groupe, on a un parcours d'intégration de formation pour les débutants qui dure 6 mois. Et tu as 9 à 11 jours de formation. Tu démarres forcément par 5 jours d'académie. Et là, tu apprends les bases, les règles du jeu. Ça peut être du juridique, tu vois, tout ton... Comment faire une transaction, le mandat, le diagnostic immobilier, exactement. Bon. Et après, tu es accompagné. Puis ensuite, tu te déploies et tu te développes personnellement. Et bon, alors, tu as des parcours, je ne vais pas les citer ici, mais de développement personnel, parce que tu peux devenir coach, tu peux devenir formateur, et tu peux aller chercher tes talents et leverager ces talents. Et puis, de l'autre côté, tu as la maîtrise. Et donc, par exemple, dans le groupe, on crée des conférences, des formations, tu pourrais être un des nôtres un jour d'ailleurs, qui s'adressent à des gens expérimentés. Et là, l'année dernière, les meilleurs de Capifrance et les meilleurs de Petit Home ont été invités à faire Processcom. Processcom, c'est comme le MBTI, c'est des travaux sur soi-même pour avoir mieux se connaître et avoir une meilleure appréciation, une meilleure relation avec tes clients, pour savoir quel est le profil du client. Le client qui est rêveur ne va pas lui donner des pleins tableaux de chiffres. Tu ne vas pas être à sa rencontre et donc tu ne seras pas à son service. Voilà, donc cette dimension, bien évidemment, il y a beaucoup de formations aux outils, parce qu'il faut les maîtriser, mais au final, quand tu les maîtrises, le plus, c'est quand même l'accompagnement que tu fais à tes clients. Donc je crois que faut bien remettre le client au centre. Et quand tu remets le client au centre, tu mets de l'humain. Donc, client-centric, client-focus. Et là, tu as la réponse de qu'est-ce qui va demeurer dans les 10 ans. C'est cette maîtrise de la relation humaine et cette capacité à être dans la... S'adapter à son interlocuteur. À comprendre ce dont il a besoin. Il n'y a pas pire qu'une transaction ratée. C'est celle où il remet à la vente dans les 6 mois avec 8 points de frais de notaire. Les frais d'agence, c'est un coût. Et donc, jamais il retombe sur ses pattes, le client acquéreur. Donc, il faut réussir ces moments de vie. Et pour ça, il y a, je crois beaucoup à l'humain. On investit la technologie parce qu'il faut la maîtriser, mais l'humain demeure. Et je crois que c'est ce qui fera la différence dans 10 ans. Comme aujourd'hui, probablement, d'ailleurs. Et comme toujours, peut-être. Mais c'est bien que tu l'aies rappelé. Non, mais... Des fondamentaux, les règles du jeu, comme tu l'as dit, ceux qui ne les maîtrisent pas. Ouais, c'est la loi, c'est une profession réglementée. C'est une profession réglementée, il ne faut évidemment jamais l'oublier. Voilà. La maîtrise des outils qui seront de plus en plus nombreux, de plus en plus sophistiqués, même si, dans l'ensemble, ils ont vocation plutôt à améliorer les conditions de travail des mandataires. Mais bien sûr, et puis on investit beaucoup pour les simplifier. Toujours. Pour prendre l'usage rapide. Moi, je peux dire que le jeu vidéo, ton client, si en 30 secondes, il ne maîtrise pas, il passe à autre chose. Bien sûr. Nous, il faut qu'on soit très fort là-dessus. C'est là que ça sert à beaucoup d'avoir eu plusieurs vies professionnelles, mais les fondamentaux, la maîtrise des outils, et ce que tu ajoutes, et je trouve que c'est un très bon point de conclusion de notre discussion, c'est qu'une fois qu'on a tout ça, l'écart il se fera sur la sensibilité, la capacité à inspirer confiance. Donc merci pour ce rappel, Olivier. J'étais ravi de t'avoir comme invité aujourd'hui. Je pense qu'on a partagé plein de choses et je pense que le rendu sera intéressant et instructif pour les conseillers qui nous suivent, dont évidemment beaucoup appartiennent à tes 2 réseaux. On souhaite 20 belles années, les 20 prochaines, je parle, à Capifrance, au moins autant à Optimum. C'est sympa. Et au moins autant à toi. Merci. De vie professionnelle, je parle. Après, tu vas faire du ski dans un temps, et de la montagne. Tête, mais et je te souhaite la santé parce que pour en profiter, il faut avoir la patate. Merci. Merci à tous. Merci à toi encore pour ton partage. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Rencontre avec un patron. Au revoir.